Nous sommes à Eutin, à quelques kilomètres de la frontière allemande. Cette modeste commune de 2700 habitants a contribué au 19e et au 20e siècle à l'essor industriel de la région, avant de connaître une profonde crise économique. Eutin, c'est une petite ville qui est collée à Forbach, la capitale du bassin houiller, en Moselle-Est. C'est une petite ville pavillonnaire, résidentielle. Ce ne sont quasiment que des maisons. On est sur des anciennes cités minières. Eutin, c'est le charbon, en fait. C'est des villes plutôt pauvres. Maintenant, Eutin est peut-être dans cette cité un peu résidentielle, un petit peu moins pauvre que le reste de la région. Il est environ 6h30 du matin, ce samedi 20 septembre 2014, lorsqu'un habitant d'Eutin, paniqué, contacte les gendarmes de Forbach, la commune voisine. Ils ont un jeune homme qui hurle au téléphone, il est arrivé un malheur dans la maison de ses parents, dans sa chambre. Quelqu'un a été blessé par balle. Très rapidement, les secours arrivent, puis les gendarmes. On découvre alors une scène sanglante. Une jeune fille est au sol. Les secours vont tenter de la secourir, ils n'y parviendront pas. Alors, que s'est-il passé dans cette maison familiale? Dans quelles conditions la victime a-t-elle perdu la vie? Et le jeune homme fera-t-il des révélations aux gendarmes lorrains? Après les pompiers, c'est au tour des gendarmes de Forbach d'entrer en jeu. Ils apprennent que la victime se nomme Morgane. Âgée de 20 ans, elle est simplement vêtue d'un t-shirt et d'un soutien-gorge. La jeune fille, Morgane, présente une blessure par arme à feu au niveau du sternum. Et elle a la tête orientée vers la porte d'entrée de la chambre du jeune homme. Sur le lit de la chambre, les gendarmes retrouvent un revolver 22 long rifle ainsi que des munitions sur une étagère. Le jeune homme, que nous appellerons Marc, se présente comme le petit ami de la victime et il explique que l'arme à feu lui appartient. Marc est en état de panique totale. Il indique immédiatement que Morgane se serait suicidée. Lui dormait et Morgane s'est saisie de l'arme qui se trouvait cachée sous le matelas et elle se serait donc tiré une balle toute seule. Si les explications de Marc laissent songeurs les gendarmes, la mère du jeune homme va confirmer sa version. Elle leur explique qu'elle a entendu un coup de feu en pleine nuit, qu'elle se réveille. Elle va dans la chambre et elle voit la jeune femme au sol et son fils encore endormi. Sa maman raconte qu'il se réveillait à ce moment-là et il a dit à sa mère qu'est-ce qu'a fait Morgane? Elle s'est tirée une balle, elle s'est suicidée, je comprends pas. Tandis que Marc est emmené dans les locaux de la gendarmerie pour recueillir sa déposition, une autre équipe a la lourde responsabilité de contacter les parents de Morgane. Ce jour-là, je me suis écroulé, en fait. Mais je croyais pas que ça pouvait pas être elle. Le plus dur, c'est de la reconnaître à la morgue. Et là, c'était pour moi la fin du monde. Cette image, je l'ai constamment dans ma tête. Informé des propos de Marc, le père de la victime met fin à ces allégations. Tout le monde savait que c'était impossible. Elle ne pouvait pas se suicider parce qu'elle aimait la vie. C'était pas une personne triste. Elle
aimait rire, elle aimait s'amuser, elle aimait sortir en discothèque. Elle était musique à fond. Ça, on ne peut pas lui enlever. Elle était toujours en train de chanter, de danser. Elle aimait faire rire les gens aussi. C'était dans sa nature, en fait. Elle ne le faisait pas exprès. En fait, elle est un peu comme son père, parce que moi, je le fais aussi, des fois, sans m'en rendre compte, des fois. C'était la seule fille que j'avais. Et puis, au niveau famille, elle était très famille aussi. Elle aimait faire plaisir. Elle avait le cœur sur la main, ma fille. Depuis la séparation de ses parents, 5 mois plus tôt, Morgane vivait avec sa mère dans la commune de Cocheran. Une situation qui devait être temporaire pour celle qui rêvait d'indépendance. Elle travaillait en usine, dans une usine automobile, même si elle était diplômée en pâtisserie. Elle avait des projets, projet de passer son permis de conduire, d'une part, et le projet aussi d'aller travailler à Strasbourg. Alors Morgane s'est-elle vraiment suicidée? La jeune femme avait-elle une face sombre? Et quelles seront les conclusions de l'autopsie? À la gendarmerie de Forbach, les enquêteurs lorrains placent Marc en garde à vue. Ils ont le sentiment que le jeune homme occulte une partie de la vérité. Le problème, c'est qu'on est dans un huis clos. Il y a 2 personnes qui savent ce qui s'est passé. Morgane est décédée, il ne reste plus que Marc. Marc dit que c'est un suicide, mais les gendarmes, eux, ils n'excluent rien. Contre toute attente, Marc donne une nouvelle version des faits. Il raconte que la veille, Morgane et lui ont passé une soirée en boîte de nuit avec des amis en Allemagne. Ils sont rentrés à Eutin, le groupe a continué derrière l'église à boire. Au petit matin, ils sont allés se coucher chez Marc, tous les deux, dans sa chambre, dans son petit lit. Mais alors qu'il regardait la télévision, sa petite amie aurait eu un comportement inquiétant. Il a vu Morgane se saisir de l'arme, commencer à jouer avec, à se la pointer sous la gorge comme ça. Lui, du coup, a voulu la saisir. Ils avaient tous les deux leurs mains sur l'arme. Il a essayé de la retirer et le coup serait parti accidentellement. Donc on passe du suicide à la version accidentelle. Il indique qu'il a donné le terme suicide par erreur, qu'il était paniqué. Il l'explique par le choc émotionnel en disant voilà, j'ai peut-être dit n'importe quoi au début parce que je savais plus ce qui se passait, je comprenais plus rien. Le lendemain, lors d'une nouvelle audition, le jeune homme va tenir d'étranges propos. Marc indique que Morgane lui manque énormément, qu'il n'a rien fait, que ça sert à rien de lui enlever sa liberté puisqu'il a déjà perdu la femme qu'il aimait le plus au monde et qu'il engagerait une grève de la faim s'il était placé en détention provisoire. Les enquêteurs de Forbach veulent savoir pourquoi le jeune homme possédait une arme à feu. Marc affirme la détenir depuis l'été précédent. Ses explications sont peu convaincantes. Même lui-même ne semblait pas très convaincu parce qu'il avait peur des cambriolages, disait-il. Bon. Ensuite, il est tombé sur une bonne opportunité. Une arme à moins de 200 €. Finalement, pourquoi ne pas saisir cette occasion? Intrigués par ces révélations, les gendarmes décident de faire une enquête de personnalité sur Marc. Il était discret au niveau de la police, de la gendarmerie, de la justice. Peut-être 1 ou 2 fois connu pour usage de cannabis. Et pour le reste, son casier était bien vierge. Un jeune homme, je dirais dans l'ensemble, plutôt timide, réservé, fils unique, avec les mêmes passions que celles que pouvait être son père, des passions pour la mécanique, pour les motos, pour les moteurs. Au cours de leurs investigations, les gendarmes vont apprendre que le jeune homme de 19 ans n'est pas aussi paisible
qu'il en a l'air. Marc, c'est quelqu'un quand même qui a un gros tempérament, visiblement qui peut démarrer au quart de tour, faut pas trop le chercher, dit-on. Il fait du kickboxing, visiblement intéressé par les armes aussi. Si Marc continue de clamer son innocence, les résultats de l'autopsie vont mettre à mal sa version. L'autopsie démontre que Morgane a été tué par arme à feu. À bout touchant, l'ogive a traversé le cœur et le poumon et a entraîné la mort immédiate de Morgane. Cette autopsie est en totale contradiction avec les déclarations de Marc. Il dit que dans la bousculade, le coup est parti, il dit que ce serait parti à peu près à 20-30 cm de Morgane. Or, il apparaît que finalement le canon de l'arme était à bout touchant. Après le médecin légiste, c'est au tour de l'expert balistique de pointer les incohérences dans le témoignage de Marc, et notamment en ce qui concerne l'inclinaison de l'arme au moment du tir. Le coup est parti dans ce sens descendant, comme ça, alors que quand il décrit la manière dont il a essayé d'arracher le pistolet, Marc, eh bien, il s'est retrouvé avec le canon dans l'autre sens. Le jeune homme déclare que Morgane a consommé uniquement de l'alcool, et cela avec modération au cours de la soirée. Mais les expertises toxicologiques vont une nouvelle fois le contredire. Morgane avait 2 grammes et quelques d'alcool dans le sang, du cannabis retrouvé également, plus un médicament, un neuroleptique. Ce cocktail-là faisait que elle devait pas beaucoup tenir debout quand elle est allée se coucher. C'est pareil, on se demande comment Morgane, dans cet état-là, a pu avoir la conscience de se dire « je vais aller attraper une arme, je vais aller manipuler, faire ce que je veux avec cette arme ». On peut plutôt s'imaginer qu'elle s'est allongée puis qu'elle s'est endormie comme une masse, comme on dit. Le 22 septembre, après 48 heures de garde à vue, Marc est mis en examen pour homicide volontaire, acquisition et détention d'armes et de munitions. Alors le suspect numéro 1 changera-t-il encore une fois de version? A-t-il délibérément tiré sur Morgane? Et les parents de la victime connaîtront-ils un jour la vérité? Face aux explications confuses de Marc, les proches de la victime font appel à la solidarité et ils organisent une marche blanche en hommage à la jeune femme. Il voulait absolument lui dire au revoir, soutenir sa famille, mais il ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Quand je vois le monde, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je connais très bien, il y a des gens que je connais même pas du tout. Et cette mobilisation, franchement, je vous cache pas, ça me touche énormément parce que voilà, je pensais pas qu'elle aurait pu toucher autant de personnes. Et ils étaient 200 à 300 dans le cortège à défiler sans un mot, avec émotion, des roses blanches ou des ballons à la main. De leur côté, les enquêteurs tentent de déterminer un éventuel mobile. Et pour cela, ils vont s'intéresser de plus près à la relation qui unissait Marc et Morgane. Lui était très amoureux d'elle. Elle avait encore en tête son ex-compagnon qu'elle venait de quitter un mois auparavant. Il y avait à l'évidence une différence de sentiments entre les deux. En analysant le contenu de leur téléphone, les gendarmes de Forbach apprennent également que Morgane souhaitait rompre. Marc répond qu'il était capable de faire un truc de fou, une dinguerie, qu'il n'accepterait jamais la rupture et qu'il engagerait une grève de la faim. Par 2 fois, il menace de faire une grève de la faim. Il pratique ce que l'on appelle le chantage au sentiment, systématiquement. À ce caractère manipulateur s'ajoute
des penchants extrêmes. Dans l'ordinateur de Marc, il y avait beaucoup de fichiers très malsains qui faisaient référence au nazisme, des photos macabres. Et c'est vrai que ça n'a pas aidé à rendre l'accusé très humain et très attachant. Dans l'espoir de comprendre le scénario du drame, le revolver 22 long rifle est soumis à une expertise. On va retrouver sur l'arme de l'ADN de Marc, de l'ADN de Morgan, à tous les endroits de l'arme. Des traces de poudre vont également être décelées sur leurs mains. Si Marc et Morgan ont tous les deux manipulé l'arme, une question demeure. Qui a appuyé sur la détente? Pour faire feu, le marteau doit être rabattu en arrière et l'on doit appuyer sur la queue de détente. On ne peut pas faire partir un coup de manière fortuite, simplement en appuyant sur la queue de détente. Morgane, elle n'avait jamais utilisé d'arme. Je ne pense pas qu'elle soit capable de le faire, surtout quand alcoolisée, à 6 h du matin, en pleine nuit. Ça peut paraître assez étonnant. Le 23 septembre 2015, un an après le drame, Marc est réentendu par le juge d'instruction. Le jeune homme va une nouvelle fois ajuster sa version. Il affirme désormais que c'est lui qui a armé le revolver quelques heures avant l'accident. Il maintient toujours la thèse accidentelle, tout se passait bien avec Morgane, qu'ils s'aimaient tous les deux éperdument, qu'ils allaient continuer ensemble et qu'aucune rupture n'était à envisager. Marc, la seule chose qu'il explique, c'est que tout s'est passé très vite, que reconstituer la dynamique de cette dispute-là qui dure quelques secondes peut-être, et d'essayer de la détailler est quelque chose de strictement impossible. Alors, s'agit-il réellement d'un accident? Marc a-t-il commis l'irréparable de peur que Morgan ne le quitte? Et les gendarmes parviendront-ils à faire la lumière sur tous ces mystères? À la recherche d'une vérité judiciaire, le magistrat instructeur organise une reconstitution le 26 novembre 2015, en présence des experts et surtout de Marc. Mais le suspect refuse de jouer son propre rôle. C'est difficile d'ailleurs parce que Marc est extrait de la maison d'arrêt, il revient sur les lieux pour la première fois, la chambre était encore sous scellé. C'est psychologiquement quelque chose de très éprouvant et on constate que de bonne foi, Marc a des souvenirs qui sont incertains. Le jeune homme va toutefois être en mesure d'expliquer les derniers gestes de Morgan. Il apparaît que le tir s'effectuait à 45 degrés et on sait également que Morgan avait la main à moitié sur le canon, à moitié sur le barillet, la main droite. Donc on imagine qu'elle était comme ça. Donc c'est vrai que la question c'est comment aurait-elle pu, parce que Marc dit qu'il n'a pas appuyé sur la gâchette, mais comment aurait-elle pu, elle, appuyer sur la gâchette? La reconstitution in situ va nous permettre de démontrer que les déclarations de Marc sont totalement discordantes avec les conclusions, et il évoque à nouveau le suicide. Les psychiatres émettent également des réserves sur la version du jeune homme. Lors de leur expertise, ils vont avoir le sentiment que le suspect récite un texte bien préparé. Marc avait un ton défensif, monocorde, et on sentait bien qu'il souhaitait se défendre et sauver sa peau. Il est également insoumis au choc émotionnel, il ne ressent rien pour la victime, une apathie complète. Malgré cette attitude, Marc ne faiblit pas et assure qu'il n'a pas donné la mort à sa petite amie.
On est dans le cadre d'un huis clos où il n'y a que 2 personnes dont une est décédée. Il n'y a que la version de Marc qui peut être délivrée aux enquêteurs et à la juridiction. Et cette version, elle ne cesse d'évoluer, de se contredire au fil du temps. Les enquêteurs pensent que Marc a tué volontairement Morgane puisqu'elle souhaitait le quitter, et ça s'est démontré dans les SMS échangés, et c'est surtout le fruit de la dinguerie qu'il évoquait auparavant, selon eux. Au regard de ces éléments, le juge d'instruction ordonne sa mise en accusation du chef d'homicide volontaire le 8 juin 2016. Alors, quelle sera l'attitude de Marc lors du procès d'assises? Connaîtra-t-on enfin les circonstances exactes de ce drame? Et sera-t-il reconnu coupable? Le 8 mars 2017, le procès de Marc s'ouvre devant les assises de Moselle, à Metz. Plus de 2 ans après la mort de Morgane, ses proches espèrent de sincères explications de la part de Marc. J'attendais déjà la vérité, dans un premier temps, de ce qui s'est passé dans ce huis clos, déjà pour commencer, et une condamnation, parce que, voilà, c'est en fait, le but c'est d'attendre ça, surtout. C'est que la justice, en fait, soit faite dans cette affaire-là. De l'autre côté, il y a les parents de Marc, on imagine leur douleur, parce que c'est une famille vraiment sans histoire jusque-là. Mais c'est un accusé extrêmement détaché qui fait son entrée dans la salle d'audience. Marc est prostré, Marc est froid, et surtout il ne veut plus donner aucun élément de fait pour sa défense. Et il sème le trouble immédiatement. Le jeune homme va pourtant présenter ses excuses à la famille de la victime. Et le père de Morgane dit mais présenter des excuses, mais pourquoi? Si on n'a rien à se reprocher, on ne présente pas des excuses. Et là, Marc s'est repris et il dit je m'excuse d'avoir possédé cette arme. Tandis que Marc ne cesse de clamer son innocence, l'enregistrement de son appel passé au secours le soir du drame est diffusé dans la cour d'assises. Là, franchement, on est saisi par les cris de ce garçon là, de 19 ans. On entend Marc hurler à la mort, franchement, pour la secourir, pour dire qu'est-ce que je dois faire. On entend qu'il essaye de lui faire un massage, bouche à bouche, enfin vraiment. Et on est assez saisi par les cris. Voilà, ça, on sait que c'est pas joué. Et on sent tout l'amour qu'il porte, tout l'intérêt qu'il a pour cette jeune fille. Si Marc semble sincère, l'avocat des parties civiles rappelle aux jurés les conclusions à charge des différents experts. Le 10 mars, après 3 jours de débat, le sort de l'accusé est enfin scellé. Le verdict tenait à un fil, à savoir la queue de détente. Il y avait à la fois l'ADN de Morgane et de Marc sur cette queue de détente. La cour a préféré acquitter Marc du fait de meurtre. Il est acquitté, mais écope de 18 mois de prison pour détention illégale d'une arme à feu. Une peine couverte par ses 30 mois de détention provisoire. Marc ressort donc libre du tribunal. J'ai réagi très très mal face à ce verdict. C'est de l'incompréhension. Comment peut-on donner un verdict pareil? La présidente de la Cour est venue avec un communiqué pour expliquer, justifier cet acquittement. Dans ce communiqué, la présidente explique que la Cour n'a pas cru aux explications de l'accusé. Déjà, c'est fort. Mais un doute raisonnable est resté au sein des jurés, et ce doute doit bénéficier à l'accusé. Suite à cet acquittement, le procureur décide de faire appel.
Un an et demi plus tard, le 19 septembre 2018, le nouveau procès s'ouvre devant la cour d'appel de Nancy. Les débats sont similaires à ceux de la première instance. Il y a vraiment un décalage entre les expertises et sa version. Dire que c'est lui qui a appuyé avec la volonté de tuer, ça on n'arrive pas à le démontrer. On peut se faire des histoires, imaginer qu'il lui en voulait parce qu'elle l'aime pas comme lui voudrait, mais on ne sait pas. Après 3 jours de procès, les jurés déclarent une nouvelle fois le jeune homme non coupable. Marc est définitivement acquitté du meurtre de Morgane. J'ai pris une deuxième claque. Donc déjà que le premier verdict, il m'est déjà resté à travers la gorge. Alors le deuxième, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. La vérité n'a pas éclaté dans ce huis clos. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est ça le plus terrifiant. C'est qu'on laisse les gens soi-même dans le doute. Aujourd'hui, 6 ans après le décès de la jeune femme, la vie des parents de Morgane est restée en suspens. Chaque jour, ils doivent affronter son absence et les incompréhensions qui accompagnent ce drame. J'avais le besoin de l'avoir près de moi. C'est pour ça que j'ai fait ce tatouage-là aussi, c'est pour l'avoir avec moi et dire voilà, Morgane, on va faire la fête, on va se promener, voilà. On va au Luxembourg, on va partout, on se promène et t'es avec moi en fait. C'est un hommage à ma fille. Je crois que c'est le plus bel hommage que j'ai pu lui rendre, mais malheureusement, pas de sang vivant.